Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on plonge dans une conférence qui a littéralement changé notre façon de comprendre la vérité. Une conférence prononcée par l'un des esprits les plus brillants et provocateurs du XXe siècle, Michel Foucault. C'est une enquête sur les forces invisibles qui contrôlent non seulement ce qu'on peut dire, mais aussi ce qu'on ose penser. Imaginez la scène. On est en 1970. Foucault, au sommet de sa gloire, est intronisé au prestigieux Collège de France. Et il commence avec ces mots, assez surprenants. On s'attendrait à de la fierté, un discours triomphant, mais non. Ce qu'on entend, c'est une anxiété profonde, une sorte de peur, juste avant de prendre la parole. Mais pourquoi? Cette peur, ce n'est pas juste le trac, vous vous en doutez. Elle nous emmène directement au cœur de sa théorie. Et la question devient alors inévitable. Qu'est-ce qu'il y a de si dangereux dans le simple fait de parler? Eh bien pour Foucault, la réponse elle est radicale. Le discours, ce n'est pas du tout un espace de liberté tranquille où tout le monde s'exprime, c'est une arène. C'est un champ de bataille où des pouvoirs s'affrontent, où des dangers rôdent. Et tout ça, c'est gouverné par des règles qu'en général, on ne voit même pas. Et voici le cœur de sa thèse. Foucault pose cette hypothèse, chaque société, absolument chaque société, met en place des systèmes pour contrôler, trier, organiser ce qui peut être dit. Oubliez l'image de la censure par un grand méchant État. Il parle de mécanismes bien plus subtils, bien plus ancrés en nous. Alors, Foucault commence par identifier ce qu'il appelle les procédures d'exclusion. Pour bien comprendre, imaginez-les comme les grands murs d'une forteresse. Des murs qui définissent, depuis l'extérieur, les limites de ce qu'on a le droit de dire. Il en distingue trois principaux. D'abord, l'interdit. C'est simple, il y a des choses dont on ne doit pas parler. Ensuite, il y a la séparation, la frontière qu'on trace entre ce qu'on considère comme rationnel et ce qu'on rejette comme de la folie. Et enfin, le plus malin, le plus puissant de tous, ce qu'il appelle la volonté de vérité. Le premier système, c'est le plus évident. On sait bien qu'on ne peut pas tout dire n'importe où, n'importe comment. Foucault note que les sujets les plus surveillés, ce sont souvent la politique et la sexualité. Et pourquoi? Parce que c'est précisément là que les mots ont le plus de pouvoir. Ensuite, le partage raison-folie. Pensez-y une seconde. Au fil de l'histoire, la parole du fou a été soit complètement ignorée, soit interprétée comme un message mystérieux à déchiffrer. Mais elle n'a jamais été écoutée pour ce qu'elle disait, tout simplement. C'est une manière incroyablement efficace d'exclure une voix. On la disqualifie avant même qu'elle n'ait parlé. Et là, attention, on touche au mécanisme le plus puissant, la volonté de vérité. Ce n'est pas juste la belle et noble quête du savoir. Pour Foucault, c'est un système d'exclusion qui s'est mis en place au fil des siècles. Un système qui impose une grille de lecture entre le vrai et le faux, et qui, de ce fait, met de côté toutes les autres formes de discours, comme la poésie, la fiction, la prophétie. Et ce qui est fascinant, c'est que cette vérité a une histoire. Ce n'est pas quelque chose d'éternel. Dans la Grèce antique, par exemple, le discours vrai, ce n'était pas une question de contenu, mais de rituel. Il fallait que ce soit la bonne personne qui parle au bon moment. Puis, bam, avec Platon, tout bascule. La vérité, elle est maintenant dans la phrase elle-même, dans ce qui est dit. Et enfin, à partir du XVIIe siècle, la vérité devient le quasi-monopole de la science, avec ses méthodes, ses instruments, ses vérifications. Ok, passons maintenant à la deuxième couche de contrôle. On a vu les grands murs extérieurs. Maintenant, on va voir ce qui se passe à l'intérieur des savoirs. Foucault parle d'une sorte de police interne du discours. Il en identifie trois principaux, le principe du commentaire, la fonction de l'auteur et l'organisation en discipline. Chacun, à sa façon, sert à maîtriser, à dompter la prolifération infinie et un peu anarchique du discours. Prenons l'auteur. Ça nous paraît tellement évident, la figure de l'auteur, mais Foucault nous montre que c'est une construction. Au Moyen Âge, en science, le nom de l'auteur était un gage de vérité. Aujourd'hui, c'est presque un détail. En littérature, c'est tout l'inverse. Les textes étaient souvent anonymes au Moyen Âge, alors qu'aujourd'hui, l'auteur est vu comme la source de tout le sens de l'œuvre. Et la discipline, alors? Une discipline, comme la biologie ou l'économie, c'est pas juste un tas de connaissances sur un sujet. C'est bien plus que ça. C'est un système de règles, un cadre, qui définit ce qu'on a le droit d'étudier, quelle méthode il faut utiliser, et surtout, ce qu'on doit considérer comme une erreur ou une monstruosité. Cette citation, elle est d'un des profs de Foucault, Georges Canguilhem. Elle est hyper importante pour comprendre la suite. Elle fait une distinction toute simple en apparence, mais qui change absolument tout. Et cet exemple l'illustre à la perfection. Gregor Mendel, le père de la génétique. Ce qu'il disait était vrai. Le problème, il n'était pas dans le vrai de la biologie de son époque. Il utilisait des concepts, des méthodes qui étaient complètement en dehors du cadre, des règles du jeu de la discipline. C'était ce que Foucault appelle un monstre vrai. À l'inverse, les biologistes de son temps qui se trompaient, mais en respectant les règles, eh bien, ils produisaient des erreurs disciplinées.
On arrive enfin à la troisième et dernière forteresse du contrôle. Ici, la question n'est plus de savoir ce qui est dit, ni comment on le dit, mais bien qui a le droit de parler. Parce que l'accès au discours, lui aussi, est filtré. D'abord par le rituel, qui exige des qualifications, des gestes, une certaine mise en scène. Pensez à un juge dans un tribunal. Ensuite, par la doctrine, qu'elle soit religieuse ou politique. Elle lie les gens à un ensemble de discours et exclut ceux qui ne s'y conforment pas, les hérétiques. Et enfin par l'appropriation sociale, notamment via l'éducation, qui distribue l'accès au savoir de manière très inégale. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? L'idée, ce n'est pas de se dire que tout est contrôlé et qu'on ne peut rien faire. Non. Foucault nous offre des outils, une nouvelle grille de lecture, une nouvelle façon de regarder comment la vérité et le savoir sont produits. Le point central, c'est ça. Au lieu de creuser dans un texte pour trouver son sens caché, comme un trésor, Foucault nous dit de lever la tête et de regarder les règles du jeu autour. La question n'est plus « qu'est-ce que ça veut dire ?», mais plutôt « comment ça se fait qu'une telle chose a pu être dite et considérée comme vraie à un moment donné ?» Et pour faire cette analyse, il propose 4 principes, 4 réflexes à adopter. Le renversement. Là où on voit de la créativité et de l'abondance, il faut chercher les systèmes qui, en fait, limitent et contrôlent. La discontinuité. Il faut arrêter de chercher une grande évolution logique partout et accepter les ruptures, les changements brusques. La spécificité. Il faut voir le discours non pas comme un miroir du monde, mais comme une pratique qui s'impose au monde. Et enfin, l'extériorité. Au lieu du sens profond, analyser les conditions extérieures qui ont rendu le discours possible. Au final, toute cette analyse nous laisse avec une question vertigineuse et terriblement actuelle. Si on applique cette grille de lecture à notre propre époque, qu'est-ce qu'on découvre ? Quelles sont les règles invisibles, les exclusions, les disciplines qui gouvernent ce qu'on considère comme vrai aujourd'hui ? Que ce soit en sciences, en économie, en politique ou même dans nos discussions de tous les jours. La réflexion est ouverte.